Notre sujet, c'est une approche fonctionnelle de la maladie cardiovasculaire. Et aujourd'hui, on a un sujet on va monter dans l'arbre de la nutrition fonctionnelle. Je vous montre. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Notre sujet, c'est une approche fonctionnelle de la maladie cardiovasculaire. Et je vous dis tout de suite que je ne sais pas si je vais faire cet exposé en deux parties. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous montrer comment on va fonctionner de maladie cardiovasculaire. Et aujourd'hui, on a un sujet on va monter dans l'arbre de la nutrition fonctionnelle. Ça, c'est l'arbre. C'est une des représentations de la nutrition fonctionnelle que vous connaissez. Il y en a plusieurs. Mais aussi, aujourd'hui, on a cette approche fonctionnelle des maladies cardiovasculaires. Et je voudrais vous montrer à quel niveau on va travailler. Regardez, ici, on a tout ce qui est modifiable. On a après la prédisposition génétique. On a la partie qu'on travaille, l'émotion, les spirituels, le mental. On va faire la collecte des antécédents, des déclencheurs et des médiateurs de notre client ou de notre patient. Il faut bien dire que cet exposé ou mes cours sont pour vous, professionnels de santé, exclusivement pour les professionnels de santé. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est que vous allez devenir un professionnel de santé fonctionnel qui va utiliser comme stratégie la nutrition fonctionnelle, l'incorporer dans la roue de la transformation pour effectivement transformer de vie. Évidemment, une fois qu'on va transformer la vie de l'autre, on transforme la nôtre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va monter dans l'arbre un petit peu, mais c'est très important que vous allez voir la différence entre un professionnel fonctionnel et un professionnel non fonctionnel. Donc, on a, comme je viens de vous dire, les antécédents, les déclencheurs, les médiateurs. Ici, on a plusieurs nœuds qui sont les nœuds biologiques qui vont se parler entre eux. Et on a les nœuds qu'on va travailler aujourd'hui au travers des signes et symptômes de notre patient. On va le mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et on va travailler aujourd'hui avec le nœud transport, mais c'est un nœud que je dis le nœud transport parce que en fait, ce nœud transport, c'est tout ce qui est le tuyau du corps. Les vaisseaux, les artères, les veines, tous les tuyaux du corps. Mais il y a une relation très proche avec communication, et spécialement tout ce qui touche les hormones. Et on va commencer effectivement par une hormone clé, qu'aujourd'hui on va apprendre à regarder sa synthèse. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire la différence? La différence, là, on a la cardiologie, les cardiologues, les médecins généralistes. Donc, eux, ils vont s'occuper de donner ou de prescrire un traitement pour les personnes qui sont malades et qui, eux, ils pensent qu'au travers du médicament, ils vont, sinon, proposer la cure, ils vont proposer la médiation de la mort, en fait. Et je ne suis pas là pour créer différence avec nos collègues médecins, absolument pas. Sans eux, on ne serait pas là parce que tout ce qui est aigu, ils ont une importance capitale. Mais je voudrais vous dire quand même que vous voyez où on est bien en dessous de tout ce qui est étiquette du cardiologue, de la maladie. Donc, quand je dis approche fonctionnelle de maladie cardiovasculaire, c'est parce qu'on va avoir des signes et des symptômes confondus, qu'on a déjà mis cette personne dans la matrice, on a déjà travaillé le sol, on a travaillé le racine, et on est maintenant dans le nœud biologique, et je vais faire un zoom. Je vais donner plus d'attention à cette nœud qui est le nœud transport, qui aura comme conséquence, si on ne s'occupe pas
de maladies cardiovasculaires. Donc, notre intervention, elle peut être d'un niveau de prévention, mais aussi d'un niveau d'accompagnement de maladies cardiovasculaires, pourquoi pas. Je ne veux pas heurter la fonction de médecin. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit et de critiques, ce n'est pas ça. C'est parce que notre but, effectivement, c'est de travailler dans un niveau préventif et spécialement d'accompagnement. Ce qu'on peut dire, c'est que on peut dire le Landmark Studies in Coronary Prevention Studies. Si vous mettez sur Google Landmark Studies in Coronary Prevention Studies, vous allez trouver une énorme quantité d'articles d'où vont sortir toute la vision actualisée de maladies cardiovasculaires. Donc, la phrase « 50% des crises cardiaques surviennent chez des patients dont le LDL est normal ». Intéressant. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit. Et je ne veux pas rentrer dans les médicaments qui sont utilisés par le médecin parce que je ne veux pas, ici, dans une chaîne publique, créer des tensions. Ok? Ce n'est pas du tout mon objectif. Donc, on va venir petit à petit à des conclusions qui sont géniales. Déjà, qu'est-ce que c'est le syndrome? Attention, je parle de syndrome cardio-métabolique. Je ne parle pas de syndrome métabolique. Cardio-métabolique. Il y a une notion mélangée entre cardio-métabolique et métabolique. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, quelle est l'hormone clé de la survie? Quand on parle de survie, il y a une hormone qui est essentielle, qui est effectivement, vous savez déjà, qui est l'hormone l'insuline. Insuline, cette hormone, il vient du latin qui ça veut dire insula, qui ça veut dire île. C'est une hormone protéique, protéinée, constituée des acides aminés. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas, quand on va prendre de l'insuline, les patients qui sont insulinodépendants, ils ne peuvent pas prendre de l'insuline oralement. Parce que comme l'insuline, c'est une protéine, elle sera complètement catabolisée au niveau de notre estomac. Vous le savez ça. On a beaucoup parlé de ça. Au niveau de l'estomac, on va voir des enzymes qui sont responsables pour la dégradation de la protéine. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas, on ne peut pas prendre l'insuline per os. OK? Et cette insuline, elle est sécrétée par notre, je vais revenir là dans les structures de cette insuline dans quelques moments, mais elle est sécrétée par notre pancréas. Vous savez qu'on a le pancréas deux parties, la partie endocrine et la partie exocrine. Quand on parle de la partie exocrine, ça veut dire que tout sera versé au niveau du duodénum, tous nos enzymes pancréatiques qui vont participer de la digestion. En revanche, tout ce qu'on parle de la partie endocrine, elle est plutôt ici au niveau de la queue, au niveau ici de la queue de notre pancréas, et on va voir ce fameux îlot de Langerhans. L'îlot de Langerhans, bien au centre, est constitué par un type de cellule qui s'appelle cellule bêta. Autour, on aura les cellules alpha et après, on aura un peu partout des cellules qui s'appellent cellules D, somatostatine, qui vont faire un peu l'inhibition de tout ça. Qui va produire cette insuline? Ce sont les cellules bêta qui sont bien au centre de ces îlots de Langerhans. L'insuline, elle a un effet extrêmement important sur le métabolisme des glucides, surtout sur le métabolisme des glucides, mais aussi sur le métabolisme de lipides et protéines, en favorisant l'absorption du glucose, comme vous le bien savez, dans le sang. Et elle va avoir un effet avec le GLUT4
de ce contrôle de l'insuline, et spécialement au niveau des cellules adipeuses et des cellules musculaires. Ça veut dire que la fonction en termes de glucides de l'insuline, c'est un hypoglycémie. Une fois qu'on mange, on va avoir évidemment, on a mangé, on va avoir une augmentation de glucose. On va avoir une augmentation de la glycémie. Tout ce qui est mi, c'est dans le sang. Glycémie, c'est glucose dans le sang. On va avoir une augmentation qui va déborder, qui va passer au-delà à Jean de 1 gramme par litre de sang. Quand on mange, on peut aller même à 2 ou 2 et quelques grammes par litre de sang. Pour l'homéostasie du corps, il faut absolument enlever cette glucose qui est dans notre sang et l'amener aux cellules. Tout ça, ça paraît hyper simple, mais c'est un mécanisme très complexe où on aura la participation de plusieurs transporteurs de glucose. On a 14, GLUT2, GLUT3, GLUT4, beaucoup. Mais ce qui est vraiment sensible à l'insuline, c'est le GLUT4, qui normalement, dans la cellule, et spécialement cellules adipeuses et cellules musculaires, il est, ce GLUT4, une vésicule qui est au milieu de la cellule, dans le cytoplasme. Imaginez une cellule adipeuse avec cette vésicule de GLUT4. Et c'est l'insuline au niveau de la membrane nucléaire, avec un récepteur spécifique qui s'appelle tyrosine kinase, et là je parle de kinase. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'une kinase fait une phosphorylation. On va avoir une cascade, qu'on va voir un petit peu tout à l'heure, une cascade d'informations qui vont faire que cette vésicule qui était au milieu du cytosol de ma cellule adipeuse et de la cellule musculaire vont faire une translocation. Elles vont migrer jusqu'à membrane de la cellule pour faire quoi? Pour permettre l'entrée du glucose dans cette cellule. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce glucose? On verra tout à l'heure, mais je donne une introduction. Ce glucose, on peut faire de la glycolyse, cycle de Krebs, même respiration cellulaire pour produire de l'ATP. Mais si on a beaucoup, on va faire de la glucogénèse au niveau de notre foie. On peut aussi stocker glucogénèse sous la forme de glycogène. Il y a 2 formes de stockage, glycogène hépatique et glycogène musculaire, en sachant que le glycogène musculaire, il est que pour les muscles. Il va falloir utiliser ce glycogène musculaire au niveau de mouvement, de l'activité physique. Il ne sort plus du muscle parce qu'il manque une enzyme. Et le glucose hépatique, il est fait pour quand on dort, pour quand on ne mange pas, de maintenir cette homéostasie, cette quantité de glucose dans le sang. C'est la façon de notre corps de faire la gérance de la quantité de glucose dans le sang. Et cette insuline, elle est l'insuline là que je vous montre, cette insuline-là, elle est constituée d'une chaîne, vous voyez, chaîne A, la chaîne A, qui est formée de 21 acides aminés, et la chaîne B, qui est formée de 30 acides aminés, et vous voyez qu'on a des ponts de sulfure qui vont unir cette chaîne A avec la chaîne B. Donc, on a 30 acides aminés de la chaîne B et 21 acides aminés de la chaîne A. Et là, vous allez me demander, probablement, mais Elisa, comment le corps va synthétiser au niveau des cellules bêta? Comment va se faire la synthèse de l'insuline? Si vous êtes un professionnel de santé, vous avez l'obligation de connaître ce sujet. Insuline, diabète, maladie cardiovasculaire, même si vous n'êtes pas médecin, comment vous pouvez intervenir dans la santé de quelqu'un si vous ne savez même pas comment l'insuline, qui c'est, comme je vous ai dit, l'hormone de la survie. Et cette
hormone, elle est liée directement à notre alimentation. Alors, on va apprendre aujourd'hui comment on va sécréter cette insuline. Vem comigo, on va se concentrer sur ce sujet. Je vais commencer en vous montrant une structure je vais vous expliquer comment elle est sécrétée. Mais déjà, regardez cette structure. On a ici ce qu'on appelle segment initial. Toutes ces protéines, on ne parle que de protéines ici. Après, on va voir une chaîne qu'ils appellent chaîne B, que je vous ai expliqué tout à l'heure, constituée de 30 acides aminés. Mais il y a aussi une chaîne C au milieu, donc c'est chaîne B, chaîne C et la chaîne A, 30 acides aminés. Et je vous ai dit que l'insuline est constituée de chaîne B et de chaîne A. Je n'ai pas parlé ni de segment initial, ni de chaîne C, on est bien d'accord? Tout à fait. Mais je vais vous montrer comment on va partir de cette structure, comment on va la faire, et jusqu'à l'excrétion de l'insuline par les cellules bêta qui sont dans les îlots de Langerhans, qui sont dans notre pancréas et spécialement au niveau de la queue. D'ailleurs, nous tous, nous sommes millionnaires parce qu'on a 1 million de ce type de cellules dans la queue de notre pancréas. C'est pour ça qu'on dit qu'on est millionnaire. On peut dire déjà qu'on est millionnaire, nous tous. On va partir alors de la synthèse de la protéine. Je voudrais vous dire que la synthèse d'une protéine, elle est toujours dans la même façon. Elle part du noyau d'une cellule quelconque. Dans notre cas, on est dans le noyau d'une cellule bêta. Vous avez bien imaginé? Cellule bêta, îlot de Langerhans qui a cellule bêta, cellule alpha, cellule delta, il y a toutes ces cellules dans les îlots de Langerhans, qui est dans la queue de notre pancréas. Alors, ici j'ai un noyau. Regardez ce que je vous ai mis ici. Je vous ai mis un chromosome, qui c'est le chromosome numéro 11, parce que c'est le chromosome numéro 11 qui va s'exprimer pour commencer la synthèse de l'insuline. D'accord? Donc, cette insuline, elle va commencer par la transcription. Qu'est-ce que c'est la transcription? C'est notre DNA du chromosome 11, une partie, un morceau de ce DNA qui s'exprime, qui aura la possibilité d'être lu par notre RNA messager, qui va venir ici, qui va faire la copie. Cet RNA messager va sortir du noyau, va rentrer dans le cytoplasme de la cellule bêta. Tout ça là, c'est la cellule bêta, ok? Ici, c'est le noyau. Le RNA messager a fait la transcription. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des ribosomes. Ces ribosomes, ils sont attachés à notre réticulum endoplasmique rugueux. Réticulum endoplasmique rugueux. Et là, vous allez voir que ce segment initial, il est constitué d'acides aminés hydrophobes. Hydrophobe, ça veut dire phobie à l'eau, qui adore tout ce qui est gras, le lipide. Et ça nous intéresse parce que c'est cette synthèse de cette partie, de ce segment initial, qui va pouvoir entrer dans le réticulum endoplasmique rugueux pour commencer la synthèse de l'insuline. Pourquoi? Parce que le réticulum endoplasmique rugueux, c'est une membrane lipophile qui va faciliter alors. Ces acides aminés vont rentrer parce qu'ils sont lipophiles. Si vous m'accompagnez tout le temps, je vous avais expliqué que quand on a une protéine et un ribosome qui est attaché au réticulum endoplasmique rugueux, c'est parce que ces protéines, à la fin,
elle sera excrétée. Sinon, si c'est pour la consommation, ces protéines, de la propre cellule, on n'aura pas la participation du réticulum endoplasmique rugueux. On aura tout simplement des ribosomes qui seront dans le cytosol. Là, c'est le cas. On a besoin que cette insuline soit excrétée sous la forme d'hormones pour aller dans notre corps. Donc, c'est pour ça qu'elle va dans ce réticulum endoplasmique rugueux. Donc ici, on commence à former cette chose rose-là que j'ai mis, c'est l'introduction de la formation de la insuline. Quand on va former cette insuline, on va former en premier temps cette forme-là, qu'il y a le segment initial, la chaîne B de 30 acides aminés, la chaîne C et la chaîne A avec 21 acides aminés. Donc ça, ce n'est pas l'insuline. On appelle ça la pré-pro-insuline. C'est pour cela que je vous ai écrit ici pré-pro-insuline. Alors, qu'est-ce que c'est la pré-pro-insuline? C'est le segment initial avec la chaîne B, avec la chaîne C et avec la chaîne A, qui vient d'être fabriquée, synthétisée, dans le réticulum endoplasmique rugueux qui est bien à côté du noyau parce qu'on a fait la transcription et maintenant le ribosome qui est attaché à ce ribosome endoplasmique rugueux, c'est pour ça qu'il l'appelle rugueux, va faire la traduction. Tout est bon. Et là, on va passer à une autre étape, celle de pré-pro-insuline. Il y aura une endopeptidase, je vous montre tout de suite. Voici la endopeptidase. Qu'est-ce que c'est endopeptidase? C'est une enzyme, peptidase, ase, ça veut dire enzyme, qui coupe des peptides, endo, dedans. Donc, vous voyez ici, ça c'est mes ciseaux. Cette endopeptidase, elle va couper le segment initial. Et donc, à partir du moment qu'on n'a plus le segment initial et qu'on aura encore dans le réticulum endoplasmique rugueux, on aura la formation de la pro-insuline. Qu'est-ce que c'est la pro-insuline? C'est la fin, l'élimination par l'endopeptidase du segment initial, mais on aura alors notre segment B de 30 acides aminés, notre segment C et notre segment A de 21 acides aminés. Et on a à ce moment-là aussi créé ce pont que je vous avais dit, qui sont deux ponts disulfure. OK? Ça veut dire qu'il y a du soufre là-dedans. Très bien. Donc, on a créé ce qu'on appelle la proinsuline. Voici la proinsuline. Je répète, proinsuline, segment B constitué de 30 acides aminés, les peptides C et le segment A constitué de 30 acides aminés avec mes ponts de sulfure. Ça, on appelle proinsuline. Tout va bien, je pense, pour l'instant. Et cette vésicule, elle sera transportée jusqu'à notre complexe qu'on appelle complexe de Golgi ou apparatus de Golgi. Qu'est-ce qui fait le Golgi? Le Golgi, il va donner comme un parfum. Il va améliorer cette vésicule, il va améliorer cette molécule. Comment il va faire ça? Là, c'est la proinsuline que je vous ai montré, sans le segment initial. Et on aura, dans le complexe de Golgi, une endopeptidase. La première endopeptidase, elle a eu son rôle dans le réticulum endoplasmique rugueux. Là, il y a une autre endopeptidase, donc c'est une peptidase qui va faire une action enzymatique et elle va venir ici et séparer. Qui qu'elle va séparer? En deux points, parce qu'elle va séparer cette partie qui c'est le segment C. Et il y aura alors le segment A qui va être lié au segment B
par les ponts de sulfure que j'avais déjà préparés au niveau des proinsulines. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a ce peptide qui s'appelle maintenant peptide C, séparé de la chaîne A et de la chaîne B. La chaîne B est liée par la chaîne A au travers de ce dipeptide. Et c'est effectivement ça qu'on appelle insuline. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Regardez, vous voyez, il va y avoir la formation des vésicules. Mais cette vésicule, toutes ces insulines-là qui ont été formées, elles vont former une vésicule hexamère. Hexa, ça veut dire 6. Mère, ça veut dire morceau. C'est une vésicule constituée de 6 morceaux d'insuline, avec peptide C aussi. D'accord? Donc, vous voyez insuline et peptide C 6 fois. Et qui va lier tout ça? Et là, c'est le zinc. Vous voyez l'importance du zinc, et là, vous pouvez lier ça avec notre alimentation, au niveau de la production de l'insuline. On a besoin de l'insuline pour plusieurs raisons, qui d'ailleurs, on va voir tout à l'heure. Mais c'est une hormone essentielle pour faire déjà à la base la baisse de la glycémie et l'augmentation de l'insulinémie. Cette insuline, elle sera excrétée dans notre circulation sanguine, donc ça augmente l'insuline et ça va baisser la glycémie parce que l'insuline va avoir des récepteurs spécifiques dans les cellules qui vont recevoir cette insuline, et spécialement dans le cas qui sont insulinodépendants, c'est pour ça qu'on parle comme ça, qui c'est le muscle et aussi les cellules adipeuses. Elles sont insulinodépendantes. Okay? S'il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de GLUT4 qui va faire la translocation, comme je vous ai expliqué. Voilà l'insuline. Cette insuline, alors, elle est constituée d'une chaîne B, d'une chaîne A, de ponts de sulfure et du peptide C. Est-ce que vous comprenez que ce peptide C-là, qui est là, il a fait partie de la pré-pro-insuline, ce peptide C. Donc, lui, c'est une bonne référence. Si on mesure le peptide C, on peut savoir si notre pancréas est en train de produire de l'insuline ou pas. Vous avez compris ou pas? Le peptide C, c'est une façon de savoir si notre pancréas fonctionne encore. Parfois, il y a des personnes qui prennent de l'insuline et qu'on ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'une fois qu'on mesure ce peptide C, on voit que le pancréas a encore une activité de production d'insuline. Voilà, on ne comprend pas trop pourquoi. Pourquoi le médecin a prescrit l'insuline. Vous comprenez? Comme si la personne était insulinodépendante en sachant qu'elle produit encore du peptide C. Parce que on va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre sujet. Alors, je vous ai mis ici tous les pas de la synthèse de l'insuline. On va voir ici la transcription, la traduction. On aura des acides aminés hydrophobes qui vont pénétrer de la membrane de notre réticulum endoplasmique rugueux. On aura la traduction au niveau des ribosomes dans le réticulum endoplasmique rugueux. On aura la formation de la pré-pro-insuline. Il va venir une endopeptidase qui va agir ici, transformer en pro-insuline, et on aura la formation des ponts de sulfure, qui est très important, parce qu'au niveau du complexe de Golgi, une autre endopeptidase va faire la séparation et va isoler l'insuline et le peptide C, insuline et peptide C. Et à la fin, on aura le bourgeonnement de cette vésicule, qui c'est la sortie de cette vésicule au niveau de la circulation sanguine. Ça paraît très facile, ça paraît, mais il y a plusieurs parties qu'après, il va falloir étudier. C'est par exemple,
quels sont les éléments qui vont constituer l'excrétion de l'insuline. C'est très important. On va voir qu'il y a la présence de ATP, ADP. Ce sont l'ATP et ADP, ils vont fonctionner comme voies de signalisation qui vont permettre la exocytose de l'insuline. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc ici, je vous ai mis la photo quand même de notre insuline avec l'importance du zinc, la chaîne A et la chaîne B. L'insuline est un modulateur de l'expression génique ayant de l'influence sur. Alors, l'insuline, elle va jouer dans plusieurs voies métaboliques. Ce n'est pas seulement la voie métabolique glucidique. La première, on a le métabolisme du glucose, évidemment, avec son rôle hypoglycémien. Ça veut dire que, et là, on fait un lien, nos îlots de Langerhans, il y a bien au milieu les cellules bêta, productrices de cette insuline que je viens de vous parler, mais autour, il y aura les cellules alpha qui vont produire du glucagon et qui vont faire cette contreposition glucagon hyperglycémien et insuline hypoglycémien. Tout ça avec la présence de nos systèmes nerveux autonomes, avec la présence aussi de mobilisation qui va entraîner la mobilisation de l'insuline, qui est effectivement au moment qu'on appelle prandial et post-prandial, quand on mange et après qu'on mange. Et évidemment aussi, si on a besoin, au niveau agent, quand on est agent, il y aura une action au niveau du foie qui va me faire la possibilité d'augmenter la glycémie pour maintenir l'homéostasie de glucides dans notre corps. Va participer du métabolisme des protéines, fonction mitochondriale, synthèse des cytokines, et là, il y a les cytokines inflammatoires parce qu'il y a une voie de kinase qui vont se mélanger, qui est la voie de l'insuline, celle que je suis en train de vous parler, et la voie de l'inflammation. La voie de l'inflammation, c'est NF-κB. Et l'autre voie, c'est la voie que je viens de vous parler, que c'est une tyrosine kinase. Le problème est que tous les deux sont de kinase. Il y a une promiscuité de ces deux voies-là. Donc, il y a effectivement une communication de l'insuline avec notre voie inflammatoire. Aussi, stress oxydatif, réponse inflammatoire, évidemment. La réponse inflammatoire, nos cellules vont utiliser comme défense du corps la production de stress oxydatif, la production de radicaux libres. C'est pour ça que tout est complexe. Métabolisme de la surrénale et des hormones sexuelles. Ça va participer aussi. Regardez bien. Métabolisme de la surrénale et des hormones sexuelles. Donc, vous voyez que l'insuline, elle est un peu la clé de notre survie. Et l'activité que j'ai là déjà, mais que je vais salienter, que je vais donner de l'exergue aujourd'hui, c'est de maintenir l'homéostasie normale du glucose. Activité fondamentale de l'insuline. Et si on parle de l'insulinorésistance et de l'hyperinsulinémie, ici, c'est un modèle très simplifié de comment va agir l'insuline au niveau de faire entrer le glucose. Donc, la seule chose aujourd'hui que je voudrais vous montrer, c'est qu'ici, on a une membrane cellulaire d'une cellule, membrane cellulaire d'une cellule, qui peut être, par exemple, on peut penser au tissu adipeux, un adipocyte, on peut penser à une cellule musculaire squelettique, par exemple, ou qui fonctionnent comme ça. Elles sont insulinodépendantes. Pour que le glucose rentre, on a besoin que l'insuline arrive ici. Cette insuline, elle a cette kinase
qui s'appelle tyrosine kinase, un récepteur d'insuline, qui va recevoir cette insuline et on aura ici, je vous explique déjà comment cette insuline est arrivée ici, hein. C'est parce que la personne a un exemple, elle a mangé, si elle a mangé, on a du glucose, ce glucose a titillé les cellules du pancréas, les cellules bêta qui ont fait exactement ce que je suis en train de vous expliquer, qui ont fait l'exocytose de l'insuline qui est venue ici. Et ici, on a un récepteur à l'insuline. Et ce récepteur à l'insuline va tout simplement être une machine remarquable qui va recevoir les messages de l'extérieur, tout à fait, et qui va transmettre ce message à l'intérieur de la cellule, vous voyez? Ici, on a besoin d'une formation spécifique pour comprendre les IRS. Les IRS, c'est un récepteur du substrat de l'insuline qui, après qu'on a cette phosphorylation, on appelle une phosphorylation croisée de notre tyrosine kinase, ça ce sont des résidus de tyrosine qui vont être phosphorylés par une kinase, qui, la tyrosine kinase. Quand on va phosphoryler, l'action, toutes les kinases sont des enzymes qui phosphorylent. Quand une kinase phosphoryle, elles peuvent activer une molécule ou désactiver une molécule. Mais le principal, c'est qu'elle phosphoryle, elle met un phosphore. Ce phosphore vient de l'ATP. Une fois qu'on va phosphoryler tous ces résidus qu'on appelle résidus de tyrosine, qu'est-ce que c'est tyrosine? Un acide aminé aromatique qui est ici au niveau de ce récepteur de tyrosine kinase, qui sera phosphorylé et qui va alors donner une cascade des effets biologiques qui va activer ces IRS, qui vont activer d'autres molécules que peut-être vous ne connaissez pas. Mais ce n'est pas grave, que vous allez connaître un jour. Là, par exemple, c'est la phosphatidylinositol 3, 4, 5 kinase, une autre kinase qui va phosphoryler la PIP3, qui est une phosphatidylinositose triphosphatase. Tous ces des enzymes qui vont à la fin possibiliter que ce GLUT4 transloque, bouge jusqu'ici à la membrane pour que le glucose rentre. Ah, Elisa, il faut connaître tout ça là? Oui, oui, mais aujourd'hui, on est en train de parler de la vision de maladies cardiovasculaires par la nutrition fonctionnelle. Donc, on ne va pas passer des années en train d'expliquer tout ça, parce que ça, c'est la base de la nutrition fonctionnelle. Donc, je vous explique pour ceux qui n'ont pas cette base. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aura là? Au moment qu'on a cette insuline qui va venir ici, on aura augmentation du transport de glucose, je viens de vous expliquer, transport de GLUT4 qui va transloquer pour l'entrée du glucose. Augmentation de glucogénèse ou glycogénèse. Pourquoi? Parce que quand on a un excès de glucose, et là, ce ne sera pas ici, mais au niveau du foie, on va avoir le glucose qui sera stocké. Et si c'est ici, c'est au niveau du muscle. Donc, on a deux types de glucogénèse. Glucogénèse hépatique et glucogénèse musculaire. Pourquoi? Parce que la glucogénèse hépatique, on va stocker le glucose sous la forme de glycogène, parce que la forme de glycogène, elle est beaucoup plus économique pour le corps. Donc, c'est pour ça qu'on fait la glucogénèse. On ne stocke pas un glucose, l'autre glucose, l'autre glucose. On fait un collier pour que ça soit bien stocké. OK? Donc, c'est pour ça qu'on fait le glycogène. Ce glycogène, c'est notre forme de stocker le glucose, qui sera, au fur et à mesure que notre corps demande, le foie va faire la glycogénolyse pour transformer le glycogène en glucose à nouveau pour être disponible dans le sang pour nos tissus.
le seul organe qui n'a pas besoin de ça, c'est le cerveau. Lui, il est capable de prendre le glucose directement de la circulation pour faire usage, d'accord? Et on aura aussi, à partir du moment qu'on a augmentation de l'insuline, on aura la lipogénèse. L'hypogénèse, c'est augmentation de la production de triglycérides, de gras, de graisse. Donc là, vous comprenez déjà, ça s'appelle l'hypogénèse nouveau. Pourquoi? Alors réfléchissez avec moi. Je viens de vous dire qu'il y a du glucose dans le sang. L'insuline va augmenter pour enlever ce glucose pour amener ailleurs. Donc, on aura ce phénomène de l'hypogénèse. Donc, vous comprenez bien, ce qui va causer l'augmentation de votre poids, ce n'est pas le gras. Ce n'est pas le gras. C'est le sucre. C'est le glucose qui a été, par la voie de la lipogénèse, transformé. Elle a fait l'stockage de ce gras sous la forme de triglycérides dans vos tissus adipeux. Évidemment, on aura, avec la présence de l'insuline, la diminution de la néoglucogénèse. Qu'est-ce que c'est la néoglucogénèse? C'est formation de glucose à partir de molécules qui ne sont pas glucidiques, comme par exemple l'acide lactique, lactase, comme par exemple de protéines, c'est une autre façon, acides aminés glucogéniques, qui vont participer de cette action-là, et aussi à partir de la différence, quand on prend un triglycéride, les triglycérides seront séparés en glycérol et acide gras. Le glycérol peut être un substrat pour transformer, retransformer en glucose. C'est ça qu'on appelle néoglucogénèse. Dans quelle situation qu'on aura ça? Quand on a une baisse de glycémie, quand on a besoin de synthétiser du glucose parce que c'est notre première source de formation de ATP, qui c'est la monnaie énergétique de notre corps. Et aussi diminution évidemment de la lipolyse. Ça veut dire que l'insuline, c'est une hormone anabolique. Il fait tout accroître. Tout va accroître. OK? La capacité de l'insuline à réguler l'absorption du glucose, attention, dans la cellule peut varier de 6 à 7 fois d'une personne à l'autre. Donc, qu'est-ce qui fait l'insuline? Elle fait la hypoglycémie. Elle diminue le glucose du sang. Cette capacité d'excrétion insulinique et de absorption du glucose dans la cellule, elle va varier de 6 à 7 fois de Marie, Paul et François. Ça veut dire que la biologie, la biochimie personnalisée va jouer à fond, à fond, à fond, à fond. Glycogénèse aussi, mais on peut dire glucogénèse, glycogénolyse ou glycogénogénèse, c'est la glucogénèse, c'est la même chose. Cette variation est une conséquence, cette variation de l'absorption du glucose dans les cellules. C'est une conséquence de la sensibilité cellulaire à l'action de l'insuline. Ça s'appelle résistance à l'insuline. Ça veut dire qu'on a des récepteurs à l'insuline, des quantités de récepteurs à l'insuline, là que vous voyez là, en termes de quantité qui vont varier d'une personne à l'autre et qui ont aussi cette quantité de récepteurs est aussi liée à l'épigénétique, au mode de vie de cette personne. Donc, c'est lié à la génétique et l'épigénétique. Le pancréas, afin de compenser cette résistance, il sécrétera, si possible, s'il est capable, de grandes quantités d'insuline pour éliminer correctement le glucose. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer avec beaucoup de finesse
qu'est-ce que c'est l'insulinorésistance? Et je pense qu'à partir de ce soir, vous n'aurez plus jamais avoir besoin de re-regarder. Vous allez comprendre avec la métaphore que je vais utiliser qu'est-ce que c'est cette fameuse insuline résistance. Mais enfin, le pancréas, quand on a insulinorésistance, ça veut dire qu'on a des récepteurs là-haut. Ce récepteur d'insuline ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'on a un excès d'insuline dehors, mais on aura un excès de glucose dehors. Et donc, la cellule ne fait pas rentrer le glucose. Et si elle ne fait pas rentrer le glucose, qu'est-ce qui va comprendre le corps? Le pancréas, il va cracher de l'insuline. Il s'en fout. Il va cracher de l'insuline parce qu'il pense qu'il y a trop de glucose. Et il y en a. Mais le problème, c'est qu'il va cracher trop d'insuline et cette insuline ne fonctionne pas au niveau des récepteurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le glucose ne rentre pas. Le glucose ne rentre pas, on aura une augmentation, on sera en hyperglycémie et en hyperinsulinémie. Ça va passer par des phases jusqu'au moment que cette personne devient diabétique. Et là, elle continue à cracher l'insuline. Donc, le pancréas, les îlots de Langerhans vont rentrer en burn-out. Ils seront fatigués de excréter de l'insuline. Et là, cette personne va devenir insulinodépendant. Vous voyez? Mais on va voir tout ça. Ne vous inquiétez pas. L'insuline, là, le mécanisme que je vous explique, c'est plutôt une sensibilité au glucose. OK? Il y a des actions, évidemment, de l'insuline en tant que vers les protéines, mais là, on parle, quand vous pensez à insulinoglycémie, insulinémie, vous pensez au glucose. Ne mélangez pas le sujet. Donc, le pancréas, afin de compenser, sécrétera, si possible, de grandes quantités d'insuline pour éliminer correctement le glucose, entraînant un état de hyperinsulinémie, agent et postprandial. Elisa, est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer le rapport entre la quantité de glycémie, de glucose dans le sang, et la quantité d'insuline dans le sang? Ça s'appelle index OMA. C'est ça qu'on mesure, indice OMA. C'est le rapport entre insuline et glycémie. Parce que, regardez bien, réfléchissez avec moi. Si j'ai beaucoup d'insuline qui crache, peut-être je vais faire entrer le glucose dans mon cellule. Donc, j'aurai une glycémie apparemment qui va me donner 0,9 grammes par litre. Donc, vous allez, si vous mesurez que la glycémie, vous allez penser que tout va bien. Mais quand vous mesurez aussi l'insuline, vous allez voir que cette insuline, elle est à 90. Elle est beaucoup plus que 35 picomoles par litre. Et là, la personne est en hyperinsulinémie. Ça veut dire qu'elle est pré-diabétique. Et on peut aussi mesurer le peptide C parce que le peptide C, il est immuté. Lui, il ne change pas vis-à-vis de tout ça. Et donc, on peut mesurer la quantité de peptide C qui doit être, si je ne me trompe pas, supérieur à 1 pour qu'on puisse dire que le pancréas de cette personne fonctionne encore. Regardons maintenant qu'est-ce que je vais dire par insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est un système de down regulation. Down, c'est bas. Régulation pour le bas. Regardez ici calmement. Ici, on a une cellule normale. Ici, on a une cellule avec insulinorésistance. Donc, aujourd'hui, on va finir en expliquant cette histoire du système de down regulation. Écoutez bien. On a l'insuline, qui sont les boules, vous voyez là les boules rouges. On a le récepteur à l'insuline au niveau de ma membrane, que je vous ai dit qu'il y a ce récepteur, la tyrosine kinase, qui va permettre qu'on ait
cette glucose qui rentre avec tout un processus, une voie métabolique que je vous ai dit, du GLUT4, etc. Mais ce qui est important de regarder ici, c'est le récepteur en insuline qui sont là. Regardez, ça sont les récepteurs, le bleu là. Vous voyez bien que le glucose est en train de rentrer dans la cellule. Ici, on va voir à nouveau, le glucose sont les boulets rouges. Les boules bleues, c'est l'insuline. Je répète, hein, les boules bleues, insuline. Les boules rouges, glucose. Ici, je suis dans le sang, dans le plasma. Ici, je suis intracellulaire. Ici sont les récepteurs. Donc, vous voyez que tout l'insuline là-haut, le boule bleu, fonctionne. Tout fonctionne et je peux faire entrer le glucose dans ma cellule. Maintenant, qu'est-ce que se passe? J'ai beaucoup plus de glucose dehors. Il n'y a presque pas de glucose dedans. Parce que j'ai un problème. Regardez, ici, cette membrane, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 récepteurs de l'insuline. Et ici, on a 1, 2. Donc, c'est ça le système de down regulation. Il y a seulement 2 récepteurs qui fonctionnent. Les autres récepteurs, ils sont là, 1, 2, 3 et 4, mais ils ne fonctionnent pas. Je vais vous agrandir cette image. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Ici, on a les molécules de glucose en rouge. Ici, les molécules d'insuline qui sont dans le plasma. Ici, les récepteurs. Et ici, on fait rentrer au travers de l'insuline qui est bien, qui travaille bien, on fait rentrer le glucose. De l'autre côté, on a une insulinorésistance avec moins de récepteurs. Vous voyez que les autres récepteurs sont éteints. Et c'est ça l'insulinorésistance. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, regardez cette image-là. Vous allez imaginer que vous allez passer en train de conduire votre voiture dans une ville qui a de mauvaises odeurs. Ça sent énormément. Je pense que vous avez déjà vécu cette expérience. Vous passez devant un village que, je ne sais pas pourquoi, à cause d'une usine, à cause des égouts, il y a une odeur pas possible. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les personnes qui habitent dans ce village, elles ne sentent plus l'odeur? Ça veut dire qu'elles sont résistantes à l'odeur de la ville. C'est la même chose avec les cellules qui ont des récepteurs qui ne marchent plus. Ça veut dire que la présence du glucose, la présence de l'insuline ne veut plus rien dire. Ça veut dire que la cellule ne sent plus la présence de l'insuline. Comme des personnes qui habitent dans un village qui puent, ils ne ressentent plus l'odeur. Ou, je peux donner un autre exemple, qui c'est ça. Des personnes qui écoutent de musique très, très, très fort, à un moment donné, ils écoutent cette musique très, très fort, mais ça donne l'impression que le son, c'est normal pour eux. Pourquoi? Ils ont créé de la résistance. Un autre exemple, c'est quand vous battez à la porte. Vous battez à la porte, c'est l'insuline qui bat à la porte de la cellule comme ça. Et à un moment donné, la cellule n'entend plus rien. C'est ça l'insuline-résistance. Le problème, c'est que je parle là des tissus qui vont devenir résistants à cette insuline, comme les tissus squelettiques et adipeux. Ils nécessitent beaucoup d'insuline. Donc, l'insulinorésistance. Les tissus résistants à l'insuline, regardez bien, parce que ça, c'est la partie qui va fermer notre conception pour que vous puissiez voir comment nous regardons aujourd'hui cette maladie cardiovasculaire au niveau de la nutrition fonctionnelle. Les tissus résistants à l'insuline, comme les tissus squelettiques et adipeux, nécessitent beaucoup d'insuline. Mais, c'est ça la partie plus importante, de nombreux tissus restent sensibles
Et donc, avec des niveaux élevés, vous obtenez des effets néfastes sur ce tissu. Ça veut dire que les tissus squelettiques et adipeux, ils ont ce comportement de résistance à l'insuline, mais d'autres tissus qui ne dépendent pas de GLUT4, ils vont avoir des niveaux élevés de l'insuline, mais qui vont faire un effet extrêmement néfaste à ce tissu-là. Qui sont ces tissus? Nos vaisseaux sanguins, nos artères, les cœurs, les cerveaux, le foie, les ovaires, la surrénale, les testicules. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'insulinorésistance, on pense à en général. Mais attention, les tissus résistants à l'insuline sont surtout ceux qui ont besoin de beaucoup d'insuline, qui est le tissu squelettique et adipeux. Les autres restent encore sensibles à cette insuline et comme l'insuline va augmenter beaucoup, l'insuline va devenir toxique. Pour qui? Vaisseau sanguin, cœur, cerveau, foie, ovaire, surrénale et testicule. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Vem comigo!